Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar. On va meubler 2-3 minutes en attendant que tout le monde arrive. Déjà, si le son est bien pour vous, faites-moi un petit signe dans le chat, un petit pouce ou dites-moi que c'est bien. En Je plus, t'entends bien. j'ai acheté un petit micro exprès pour vos oreilles. Hello Vivien, Mathieu, Greg, Tarak, salut à tous. Donc en attendant, on va se représenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis le cofondateur d'EvaBoot, donc qui est une solution qui permet donc d'extraire, de filtrer et nettoyer vos recherches Sales Navigator pour que vos sales, SDR, grosses passent moins de temps à cleaner de la donnée. Et aujourd'hui, on accueille Alexis, donc qui est le cofondateur de Faro et que je vais laisser se présenter. Yes, merci beaucoup JB, je suis vraiment content de participer à ce webinaire. Je suis l'un des 3 cofondateurs de Faro. Donc nous, on est une plateforme de prospection B2B et notre vocation, c'est de rassembler toutes les données sur les sociétés et les prospects. Donc on rassemble données légales, données web, données LinkedIn pour mettre entre les mains notamment des commerciaux un outil super simple à utiliser et dans lequel ils peuvent cibler pour identifier leurs prospects. Voilà. Yes, donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de 3 sources de données potentielles en B2B. Donc à la fois SalesNav, la donnée légale et Google. SalesNav, moi j'ai déjà pas mal parlé, dernier webinaire qu'on a fait avec la grosse machine, donc je vais simplement passer dessus, mais on va surtout se focaliser sur la donnée légale et un petit peu sur Google également. Avant qu'on commence, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelles sont vos sources principales de données. Donc j'ai mis un petit sondage dans le chat. Vous pouvez y répondre, qu'on voit un petit peu aujourd'hui qui utilise LinkedIn, qui utilise la donnée Google et qui utilise la donnée légale. Je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gens, mais justement, c'est un peu une source qui est pas trop utilisée aujourd'hui, mais qui a beaucoup de potentiel. Voilà, vous pouvez répondre en allant dans l'onglet sondage. Ah, il y a un de données légales. Je ne sais pas si c'est toi, Alexis, du coup. Non, c'est pas moi. Il y en a 2. On sans surprise, hein, beaucoup de LinkedIn, une majorité. Le web en deuxième et données légales en dernier. Du coup, c'est bien, Alexis, tu vas pouvoir convaincre un peu les gens de l'intérêt de la donnée légale. J'ai une autre question aussi dans la même veine qui est est-ce que vous avez besoin de croiser vos sources de données ? C'est une problématique qui est assez récurrente. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'aller choper de l'info sur LinkedIn, ensuite de la coupler avec Google ou inversement ? Ou alors est-ce que LinkedIn tout seul, par exemple, ça vous suffit ? Voilà, pareil, c'est aussi dans l'onglet sondage, si vous pouvez répondre rapidement, comme ça on aura un peu une vue de ce qui se passe chez vous. Ok, top, une majorité de oui. C'est assez cool parce qu'on va vous montrer dans ce webinaire comment coupler justement la donnée légale, Google et Sales Navigator, notamment si vous avez un compte Sales Navigator Team. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. Ok, super. Donc effectivement, une majorité de gens, 79%, qui ont besoin de croiser leurs sources de données. Donc dans l'ordre, on va d'abord parler rapidement de SalesNav. Ensuite, le gros morceau, ça va être plutôt Alexis qui va parler de la donnée légale. Et ensuite, on va parler un peu de la donnée web et de Google. Donc Sales Navigator, je vais passer rapidement dessus, vu que déjà j'en parle beaucoup dans d'autres contenus. Donc les plus, évidemment, c'est que c'est mis à jour par les utilisateurs. Il y a des études qui ont été faites par Salesforce, HubSpot, etc., qui montrent qu'il y a entre 30 et 70% de la donnée B2B qui devient obsolète chaque année, que ce soit dans le CRM ou dans les bases de données qui sont vendues, par exemple les bases de données fixes qui peuvent être vendues par des prestats. Donc voilà, LinkedIn a moins ce problème parce que les gens donc, mettent à jour eux-mêmes leur expérience. Évidemment aussi, c'est une base de données qui est internationale, justement par rapport peut-être à de la donnée légale qui va être plus focalisée sur la France. Si vous êtes un software ou vous vendez des services à l'international, LinkedIn sera particulièrement adapté pour ça. Il y a un bon panel de filtres sur ces navigateurs qui peut permettre d'être assez précis. Et aussi, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a la possibilité de créer un flux de leads. Il y a une feature qui est assez cool sur Sales Navigator, c'est quand même les recherches sauvegardées. En gros, ça vous permet de faire une recherche et ensuite de dire à LinkedIn à chaque fois qu'il y a des nouveaux gens qui correspondent à cette recherche, j'ai envie que tu me les montres. Donc là, typiquement, j'ai fait une recherche sur des gens qui font de la prospection et chaque lundi, je peux avoir, ok, voilà, j'ai 30 nouveaux leads qui correspondent à ces critères. Donc, je peux, en plus d'avoir ce stock de données, qui est ok, j'ai une base de données fixe avec des gens que je peux rechercher, j'ai aussi un flux de leads que je peux créer pour mes commerciaux, mes sales, etc. en disant, ok, toutes les semaines, moi, je veux que vous alliez regarder dans ces nouveaux leads pour voir s'il y a des nouvelles personnes à contacter.
Je vais regarder rapidement le chat pour essayer des questions jusque-là. Non, c'est bon. Donc, sur les désavantages de 16 nav, hop. Donc, évidemment, il y a un temps de retraitement sur la donnée. Donc, si typiquement vous n'utilisez pas EvaBoot et vous traitez ça à la main, il y a des emojis, non majuscules, etc., des variables à cliner. Il y a les filtres qui ne marchent pas très très bien. Donc, parfois, on cherche des head of sales, on se retrouve avec des RH, etc. Donc, un temps de retraitement manuel. Ensuite, il n'y a que 20% des entreprises françaises sur LinkedIn. Ça, Alexis en reparlera, mais voilà, il y a environ 4 millions d'entreprises en France, il n'y en a que seulement 800 000 sur LinkedIn. Donc, si vous focalisez uniquement sur LinkedIn, vous avez accès qu'à 20% de vos clients potentiels. Ensuite, les autres défauts, ça va être leur technologie. Donc, le fil technologie sur 16nav, personne ne sait comment il fonctionne. J'ai cherché un peu de la doc, etc., mais c'est très très opaque la manière dont ça fonctionne. Typiquement, voilà, ici, je fais une recherche sur une technologie AngularJS en France. J'ai Sephora, j'ai Bouygues Télécom, j'ai Citroën. Et en fait, on n'a aucun. Quand on va sur la page d'entreprise, on n'a aucune source sur la page LinkedIn. Donc, je ne sais pas si LinkedIn derrière récupère le site, va scraper sur le site. Mais en tout cas, c'est très très opaque et pour avoir parlé avec des personnes qui l'ont utilisé, c'est vraiment pas fiable. JB, je crois que tu as une... Juste, Ouais. je me permets, je crois que tu as pas mal de questions sur le fait, pour savoir s'il y aura un replay ou pas. Oui, effectivement, il y aura un replay. Merci Alexis. Il y aura un replay juste après. Vous le recevez en automatique dès que le webinaire est terminé. Suis-je le seul à avoir des matchs de liste vraiment ignobles sur 16 Navigator? Question de Guillaume. Quand tu parles de matchs, tu parles des nouveaux leads sur les Safe Church? Je te laisse répondre, Guillaume, dans le chat et on y revient juste après. Pareil sur la technologie, sur la taille. C'est un peu tricky sur 16 Navigator parce que donc il y a deux types de données et les deux types sont pas vraiment fiables. Donc d'une part, il va y avoir la donnée qui est rentrée par la boîte, donc la fourchette. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qui est fait par la personne qui crée la page d'entreprise. Et j'imagine que dans chaque boîte, il n'y a pas une alerte qui dit « Ah, attention, on vient de dépasser 200 employés, il faudrait updater la page LinkedIn. » Donc cette donnée doit être mise à jour par les créateurs de la page. Updater sa page LinkedIn, ce n'est pas une urgence totale quand on est une entreprise, donc il y a un risque quand même que ce ne soit pas à jour. Et ensuite, c'est que LinkedIn va aussi catégoriser le nombre d'employés précis sur LinkedIn. Mais ça marche bien quand on est une startup, voilà, tout le monde est assez digital, connecté, etc. Mais typiquement, quand vous avez des opérateurs, des techniciens, etc. Ici, j'ai pris Pied Électronique, qui est une boîte qui est des leaders en gros des caisses enregistreuses pour les restaurants en France. Et vous voyez que typiquement, l'écart, là, il y a 22 personnes sur LinkedIn, alors qu'il y a entre 50 et 200 employés. La majorité étant des opérateurs, des gens qui vont sur le terrain, etc., qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un compte LinkedIn. Donc ces deux données, en fait, elles peuvent ne pas être fiables. Elles vont surtout être fiables, le nombre d'employés précis va surtout être fiable si vous visez de la startup et des gens assez connectés, quoi. Donc ça, pareil, défaut de 16 Navigator. Pas de données financières aussi. Tout ce qui est croissance sur 16 Navigator, ça va être basé sur la croissance du nombre d'employés. Donc en fait, quand ils vous disent voilà, pourcentage de grosse, en fait, c'est le nombre d'employés. Et pareil, si typiquement Pied Électronique, je ne peux pas du tout traduire leur croissance avec ce chiffre, parce que c'est la croissance des employés sur LinkedIn. Limite, ce que je peux déduire, c'est qu'ils ont recruté peut-être plus de gens en marketing, quoi, parce que les gens en marketing vont peut-être plus être sur LinkedIn. Mais je ne peux pas déduire la croissance globale de la boîte avec ça. JB, je me permets juste de rajouter un point par rapport aux employés. Si nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de shadow profils qui sont présents sur beaucoup de sociétés. Enfin, j'imagine que ça vient aussi du hack pour arriver à scraper tous les abonnés d'une page, mais beaucoup de profils ne sont pas vraiment existants. Enfin, ce sont des faux profils, tout simplement. Notamment sur les postes de directeur. Donc, c'est vraiment à manipuler avec précaution. Effectivement, l'effectif, je te rejoins sur LinkedIn. Effectivement, pas mal de faux profils sur tout ce qui va être gros, sales, profil de vente, business développeur, etc. Avec des photos un peu, voilà, un peu créées sur, je ne sais plus comment il s'appelle le site pour générer des fausses photos. Je ne sais plus non plus, mais ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais effectivement, ça gonfle les chiffres. Même nous, on a un faux profil pour scraper, qu'on a appelé, je crois, Head of Sales, un truc comme ça. Donc, 10 personnes does not exist. Voilà. Si vous voulez créer un faux profil, vous pouvez aller sur 10 personnes does not exist.
Il y en a des plus réussis que d'autres, hein, mais vous pouvez faire votre marché là-bas, quoi. Et évidemment, l'autre limite, c'est que le scrapping, il est assez limité, donc ça dépend du site que vous utilisez, mais ça peut être entre 300 sur LinkedIn classique, 1000 sur Sales Navigator, jusqu'à 2500 par jour avec Evaboot. Voilà, et sachant tout ça est dû au fait que évidemment LinkedIn à la base été créé pour être un réseau social professionnel et n'a pas été créé pour être un annuaire d'entreprise. Ça, normalement, il y a pas mal de problèmes sur les gens qui vont mettre le nom de leur boîte, mais ils ne vont pas la lier à une page d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout sur des PME. Donc ici, typiquement, là, si je clique, je vais pouvoir choper la boîte. Mais sur les expériences d'avant, ici, je n'ai pas les entreprises. Donc les entreprises ne sont pas répertoriées sur LinkedIn. Et justement, sur tous ces points, donc, qui vont être les données financières, la taille et la croissance, c'est là que la donnée légale va être beaucoup plus efficace, en tout cas en France. Donc Alexis Valla va nous présenter ça. J'aimerais juste avant savoir, est-ce qu'il y a 2-3 questions sur LinkedIn avant qu'on passe. Thomas qui nous dit, alors je crois que LinkedIn arrive à détecter les images venant de ce site et banne assez rapidement, donc il faut faire attention. Voilà, donc prenez en photo vos cousins au lieu d'utiliser 6 personnes de styliste, parce que peut-être que ça marchera mieux. LinkedIn, bien sûr, s'améliore de jour en jour là-dessus. Je te laisse enchaîner, Alexis, partager ton écran pour nous présenter la donnée légale et justement comment ça peut répondre à ces limites de ces navigateurs qu'on vient de voir juste ici. Yes. Est-ce que c'est bon, JB, tu vois mon écran? Yes, c'est good. Ouais, super. Donc, juste avant, je reprécise, je vais parler de la donnée légale, mais ouais, dans Faro, on traite bien d'autres sources de données que les données légales, hein. Les données web ou aussi la partie LinkedIn. Mais le point de départ de nos données, en tout cas, c'est la partie légale. Donc, je vais faire ça avec un plan assez scolaire, donc en 4 parties. Je vais vous présenter les principales sources de données disponibles également. Dans un deuxième temps, les avantages. Ensuite, je vous montrerai 4 actes d'utilisation pour bien cibler grâce à la donnée légale. Et puis, enfin, terminer avec les limites. Donc, dans un premier temps, il y a les deux organismes principaux qui permettent de fournir de la donnée légale en open data. C'est l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et le deuxième, c'est l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et ces deux services permettent de pouvoir exporter l'ensemble de ces données via CSV ou API. Donc, vous pouvez vous rendre sur vos sites et vous connecter aux API ou télécharger les fichiers en CSV. Et tout simplement, c'est open pour vous, c'est de l'open data. Côté INSEE, on retrouve beaucoup d'informations qui sont vraiment de base sur la société, c'est-à-dire le SIREN, le code NAF, le nom de la société, l'année de création, la tranche d'effectifs et l'établissement. Nous, chez Faro, on considère que c'est une vision assez statique des sociétés. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'est la société aujourd'hui à cet instant T. Il n'y a pas une notion de mouvement. Et cette notion de mouvement, on va la retrouver plutôt côté INPI, qui, elle, va enregistrer plein d'événements. Donc, c'est toutes les informations qui sont enregistrées au niveau des tribunaux de commerce. C'est ce qui constitue le registre du commerce et des sociétés. Ça aussi, ça a été mis en open data à partir de 2017. Et là, on va retrouver tous les mouvements sur les mandataires sociaux, tous les mouvements sur les sociétés, la création d'établissements, la fermeture d'établissements, les comptes, donc le dépôt des comptes, les actes déposés au greffe pour une augmentation de capital. Enfin, toutes les informations, c'est vraiment un vivier énorme pour comprendre l'histoire d'une société, arriver à la reconstituer et à bien la cibler. Donc, est-ce que sur cette première partie, JB, tu as déjà des premières questions, des choses qui sont... Alors, il y a Guillaume qui demande comment faire des icebreakers à partir de Faro si on n'a pas de profil LinkedIn, on part du site du prospect. Donc, est-ce qu'il y a des sources d'icebreakers sur Faro, profil LinkedIn ou site web? Moi, je ne suis pas un gros fan de l'icebreaker. Je trouve que l'icebreaker, ça vient beaucoup plus... je suis plus un fan des ciblages de société, arriver à bien catégoriser l'activité d'une société, ce qu'elle fait, et du coup, avoir un discours qui dépend de ça, plutôt que de l'icebreaker déterminé par rapport au prospect. Je sais qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, c'est ma manière de faire. Et du coup, le produit de Faro est vraiment orienté là-dessus, sur du ciblage de société, plus qu'un icebreaker déterminé sur un prospect. Effectivement, après Guillaume, si tu veux utiliser le profil LinkedIn ou le site, il y a les deux infos sur Faro. Faro va essayer de récupérer le profil LinkedIn une fois que le décideur est identifié. Donc, effectivement, tu auras cette partie-là. Tu peux ouvrir le profil, effectivement, dans LinkedIn, mais de base, chez nous, on va plutôt donner des choses qui vont être sur le ciblage de la société. N'hésitez pas, excuse-moi Alexis, je rappelle que n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce qu'Alexis présente, parce que ça peut être assez technique, etc. Et moi, je lui passerai ensuite derrière. Yes, côté avantage, le premier, et c'est clairement un avantage sur la donnée légale, c'est l'exhaustivité.
Donc là, vous avez accès à toutes les sociétés françaises. Donc c'est toute l'économie qui s'ouvre à votre prospection. Et donc pas uniquement les sociétés qui sont présentes sur LinkedIn. JB l'utilisait tout à l'heure, mais LinkedIn déclare à peu plus de 800 000 de pages sociétés présentes sur LinkedIn. On pense qu'en vérité, c'est un peu moins parce qu'il y a beaucoup d'assauts à l'intérieur, beaucoup de pages qui sont pas vraiment des pages de société. Mais bon, partons sur un peu plus de 800 000. Et côté données légales, on est un peu plus sur 4 millions vraiment de sociétés commerciales. Donc il y a un rapport un supérieur de 4 entre les deux bases. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la donnée légale, vous avez accès à tous les mandataires sociaux. Et sur les sociétés qui ne sont pas présentes sur LinkedIn, c'est des gens aussi qui sont moins prospectés. Donc, votre discours peut mieux passer. C'est des gens qui subissent moins les démarches de prospection que beaucoup de prospects sur LinkedIn. Et c'est un point à ne pas sous-estimer. Deuxième avantage de la donnée légale, c'est vraiment le ciblage. Je commençais du ciblage celui qui paraît le plus évident, un peu moins évident. Le premier, c'est par l'effectif. Donc, contrairement à LinkedIn, c'est vraiment une donnée. Toutes les sociétés sont obligées de déclarer leur effectif et toutes sont obligées de le rendre public. Et c'est une donnée qui est bien évidemment ultra pertinente et surtout très, très fiable. La deuxième, c'est par le chiffre d'affaires. Là aussi, les sociétés sont obligées de le déclarer, mais toutes ne doivent pas le rendre public. Donc, globalement, c'est à peu près toutes les sociétés qui dépassent les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi une donnée qui sera pertinente, mais qui ne va pas être exhaustive. Donc, quand vous l'utilisez dans votre ciblage, vous allez fortement réduire les résultats. Donc, de mon expérience, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser la partie effectif, qui elle, est vraiment robuste, fiable, qui vous permet de catégoriser l'ensemble des sociétés et de ne pas en écarter certaines. Troisième manière de cibler, c'est en utilisant la nomenclature NAF, qui est ultra fine. Alors, je sais qu'elle n'est pas adaptée pour tous les secteurs, mais pour beaucoup, elle l'est. Donc, c'est plus de 700 codes NAF qui sont présents. Hein. Et donc, le but d'un code NAF, c'est d'arriver juste avec un seul terme, finalement, d'arriver à catégoriser l'activité et les produits, services que la société vend. Comparé à LinkedIn, je crois que tu me dis si je me trompe pas, je parle sous ton contrôle JV, mais côté LinkedIn, c'est à peu près entre 70 et 100 industries qui sont présentes. Donc, il y a un rapport de 1 à 10, de 7 à 10 fois plus pour la donnée légale sur la partie ciblage. Ouais, je connais pas le chiffre exact, mais ça ne va pas dépasser les 100, effectivement, je pense. Ouais, ça évolue au gré des moments pour LinkedIn, mais on reste dans ces eaux-là. Quelques exemples de code NAF, la programmation informatique, la production de films pour le cinéma, la construction de maisons individuelles, dans lequel on arrive à catégoriser à la fois le métier, donc la construction, et le produit-service qui est vendu, la maison individuelle. Donc, de manière assez puissante. Je vais vous montrer aussi une astuce qui est très peu utilisée, un champ qui est peu utilisé finalement dans les données légales, et pourtant qui je trouve, énormément d'intérêt, c'est l'activité principale. C'est une donnée qui est renseignée aussi légalement et qui nous permet de cibler les sociétés de manière plus fine. Je prends l'exemple de Payfit. Donc, je vous montre Payfit. C'est une société qui est programmation informatique. Et dans Payfit, on a enregistré une donnée qui est l'activité principale. Et l'activité principale, qui est ici, on voit que c'est une activité de logiciel permettant l'édition et la gestion de documentation pour le service de paye des sociétés. Et ça va nous permettre d'arriver à bien catégoriser la société. On en apprend beaucoup plus qu'avec la partie programmation informatique. On comprend qu'ils proposent des logiciels et qu'ils ont un système de paye des entreprises. Donc là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on arrive à avoir un ciblage de société qui est vraiment très fort et dans lequel on peut avoir une démarche qui est très personnalisée sans forcément basculer vers un icebreaker. C'est une donnée qu'on utilise, nous, dans Faro, pour arriver à catégoriser vraiment les sociétés, arriver à vous permettre de les cibler. Je vous montre, je vous montre direct en passant par Payfit. Charger la page au cas où je sois déconnecté. OK. En passant par Payfit. En cherchant la société en particulier, vous allez avoir ici une partie ciblage et vous allez voir qu'on va utiliser la partie logiciel. Ouais. Il y a un petit retard de 2 secondes, je crois, sur le partage. Donc, OK. Je pense que ça ne va pas aller trop vite pour que tout le monde puisse suivre. Là, tu me dis, est-ce que tu vois JB? Est-ce que ça fonctionne bien de ton côté? Ouais, mais je crois qu'il y a genre 2 secondes de différence entre ton écran et ce qui arrive. OK. Très bien. Du coup, en tout cas, activité, on a utilisé cette information, l'information d'activité principale, pour bien catégoriser le métier de Payfit. Est-ce que jusque-là, il y a des nouvelles questions, JB, sur lesquelles je peux... Alors, il y a Tara qui demande qu'est-ce que tu penses de Sirène.fr et de Société.info? Est-ce que c'est des endroits où vous allez taper? Ou est-ce que c'est des concurrents? Vous avez des sources de données en commun? Est-ce qu'ils tapent dans les mêmes sources de données que vous? Qu'est-ce qui différencie peut-être Faro de Sirène.fr et Société.info? Sirène.fr, on ne l'a pas utilisé. Société Info, c'est effectivement un concurrent, mais qui a plus une vision, Nous, on va essayer de restituer les données de la manière la plus simple possible pour que ce soit activable, notamment par des équipes commerciales ou par des responsables marketing. On essaie de restituer ces informations le plus simplement possible. Et de plus en plus, de ne pas se suffire à la partie données légales, mais de rajouter de plus en plus de données de société. Donc, les données web, les données qui viennent de LinkedIn, bientôt d'autres sources de données.
je peux pas encore divulguer le fond. Mais voilà, on a vraiment une différenciation qui est présente, c'est sur la simplicité d'accès ensuite dans l'outil sur ces données. Ok. Si ça a répondu à ta question, Tarak. Ouais, n'hésite pas, si je suis à côté, tu me dis, Tarak, et j'essaierai de répondre mieux. Donc, je présente 4 hacks pour faire progresser votre taux de réponse. Le premier, c'est avec la donnée légale, ça vous permet d'identifier les sociétés qui viennent de lever des fonds. Donc, hack habituel, c'est de traiter Madinef. Scraper Madinef, c'est regarder les nouvelles levées, ou Crunchbase. Il y a une autre source de données qui est présente et qui vous permet d'identifier aussi les sociétés qui n'ont jamais communiqué sur leur levée de fonds. Mais une société qui fait une levée de fonds, elle doit le communiquer au greffe, et ça se répercute par une augmentation du capital social. En gros, si vous voyez qu'il y a une société qui a une variation de capital social qui dépasse les 3%, désolé pour la partie un peu technique, il y a de fortes chances que la société ait levé des fonds. Et pourquoi 3%, 3% précisément? Du coup, c'est un chiffre que vous avez déduit vous-même après analyse ou... Ouais, après analyse, en fait, on se rendait compte que quand il y avait des augmentations de capital plus faibles, ça pouvait correspondre à des mécanismes de relition ou alors à de l'arrivée d'associés, mais pas nécessairement à vraiment une arrivée d'argent, enfin de capitaux à l'intérieur de la société. Donc, on a mis ce cut à 3% et franchement, c'est ultra fiable. Et ça, c'est un game changer parce que ça vous permet justement de pouvoir attaquer des sociétés qui n'ont jamais communiqué sur leur levée et de pouvoir les avoir directement, juste avec la donnée légale. C'est une info que vous pouvez retrouver dans Faro. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit décalage. Tu me diras de nouveau, JB, quand c'est dispo. Ouais, je pense que tu peux aller tranquille. Ok. Ouais. En attendant, je vais faire un petit sondage pour savoir est-ce que les levées de fonds, prospecter des entreprises qui font des levées de fonds, ça vous intéresse? Yes. Ah, il y a une réponse. Oh. J'ai juste mis un point d'interrogation pour aller vite. En tout cas, c'est une donnée que vous pouvez utiliser tout de suite dans Faro. Je pense que là, tu dois voir mon écran. Enfin, j'espère, sinon j'ai vraiment mal à mon réseau, quoi. Là, ça va un peu mieux. Là, ça va un peu mieux. Ok. Bon, je ne présente pas la recherche, mais en tout cas, c'est des critères que vous pouvez utiliser. Vous pouvez identifier les sociétés qui viennent de lever ou les sociétés qui viennent d'avoir cette augmentation de capital. Et là, on va regarder toutes les sociétés qui ont une augmentation de capital supérieure à 3%. Juste en utilisant le filtre, tac, en lançant votre recherche, vous allez avoir l'ensemble des résultats. Ok. Deuxième hack qui tombe sous le sens. Tu le disais, pourtant, ce n'est pas forcément toujours fiable dans LinkedIn, c'est les sociétés qui sont en croissance. Il y a différentes manières de pouvoir évaluer qu'une société est en croissance. Là, je vous en présente deux. C'est de regarder les sociétés qui ont un chiffre d'affaires qui va progresser sur 2 exercices légaux, ou alors les sociétés qui ont une évolution de l'effectif sur 2 exercices légaux. Là, je présente la croissance, mais ça peut très bien fonctionner si vous devez prospecter les sociétés qui sont en difficulté financière. Ça peut être à l'inverse. Là, moi, c'est un filtre que j'utilise beaucoup pour mes campagnes. Je dois l'avouer, et c'est plus de 30% de réponse. Enfin, vraiment, entre deux choses, enfin, entre 2 campagnes dans lesquelles j'utilise ou j'utilise pas, c'est vraiment 30% de réponse en utilisant le filtre en croissance. Et de nouveau, je vais essayer d'être lent, mais c'est un filtre que vous pouvez utiliser directement dans Faro. Vous pouvez utiliser le filtre en croissance, lancer, et ça va vous donner la liste des sociétés qui correspondent. Après, vous pouvez en cibler par taille, par effectif. Okay. Peut-être que les gens sont intéressés de voir un peu ce qu'il y a là sur le tableau en termes d'infos. Il y a Guillaume qui demande quels sont les taux d'enrichissement via Drop Contact des entreprises sur Faro qui n'ont pas de profil LinkedIn. C'est assez précis. Ouais, globalement, les chiffres qu'on a, c'est que l'enrichissement, il s'effectue entre 50 et 60%. Donc, je pense qu'on a trouvé le bon système avec Drop Contact, qui est vraiment une super solution sur l'enrichissement. Nous, on en est vraiment très contents, et pourtant, on avait testé tous les services auparavant. Et du coup, on est vraiment... nous, notre premier métier, ça a été d'associer les bons sites web avec les bonnes sociétés. Donc, je pense qu'on est vraiment une solution performante là-dessus. Et donc, quand on donne toutes ces informations à Drop Contact, plus le profil LinkedIn, on arrive... je vais vous montrer mes chiffres sur certaines campagnes, comme ça, ce sera plus clair. On arrive à des taux qui peuvent passer 77%, 65%. Voilà, c'est vraiment des taux qu'on arrive à avoir sur certains secteurs. Mais sur l'ensemble de Faro, vous allez trouver entre 55 et 60% de taux d'enrichissement avec Drop Contact. Voilà. En prenant 4 shows et non 4 shows. J'ai pris l'ensemble à l'intérieur. Alors, il y a Grégoire qui demande à quelle fréquence les données INPI sont mises à jour. Est-ce que c'est mage à la même date pour toutes les entreprises? Non, c'est pas mis à jour tout le temps de la même manière. Ça dépend vraiment des données qui sont mises à jour par le greffe, quoi. Des fois, il y a aussi des petits retards qui s'effectuent.
Il y a aussi des fois des petites erreurs qui sont présentes au niveau légal. Enfin, il y a plusieurs fois où nous, on regarde les données et on corrige l'État sur ce qu'il a pu divulguer. De notre côté, en tout cas, on met à jour les données légales tous les mois. Voilà, et ça nous permet tous les mois de pouvoir avoir tous les nouveaux événements qui sont présents. C'est la mise à jour. Peut-être qu'on passera à un rythme plus fréquent, on verra. Pour le moment, en tout cas, c'était la mise à jour qui nous permettait d'avoir des données qui sont toujours très performantes, quoi. Toujours sur l'enrichissement, il y a Florent qui demande enrichissement drop contact Faro versus Casper, quels écarts? C'est peut-être un petit peu compliqué pour toi de répondre à. Je connais pas bien Casper. Je connais pas bien Casper, mais bon, vraiment, en tout cas sur la partie enrichissement, je dis, on a testé plein de services. Vraiment tous les services en cascade, on les a passés. Enfin, ça a été un vrai sujet l'email. Et voilà, je sais pas si, je crois que Denis était connecté dans ces eaux-là, mais Denis Drop Contact. L'outil qui nous permettait à la fois de maximiser le taux d'enrichissement et en même temps d'avoir la plus grosse fiabilité, c'était Drop Contact. Voilà. On a été clair là-dessus, c'est sorti de toutes les analyses qu'on a pu faire. On a testé GetEmail, Dbounce, Neverbounce, tous les services en cascade sur l'enrichissement, sur du check d'email derrière. Et voilà. Et là, on ne bougera pas de notre stack, ça sera comme ça. Ok. Ouais, effectivement, Drop Contact, peut-être aussi plus RGPD que Casper. Je sais que sur les mobiles, etc., ils vont chercher dans les trucs un peu sombres. Donc, si les RGPD, c'est important pour eux, plutôt privilégier Drop Contact. Ouais, c'est pas toujours un discours qui fait cocher tout le monde, mais pourtant, c'est un point qui est hyper important. Et nous aussi, ça nous a beaucoup rassurés. Enfin, on préférait travailler avec une solution qui faisait attention à cette partie-là, quoi, et qui était aussi auditée par la CNIL. Enfin, c'était un no-brainer à la fin de choisir Drop Contact. Et c'est vraiment des métiers différents. Je pense qu'il y a des métiers qui sont là pour réconcilier de plus en plus de sources de données entre elles. Ce que nous, on va faire, des métiers qui sont sur l'enrichissement, et ensuite des métiers qui sont sur la partie clean, comme tu peux le faire avec EvaBoot, ou alors derrière des campagnes. Voilà. Et sur la partie enrichissement, je conseille Drop Contact. OK. Troisième hack aussi, très peu utilisé, mais pourtant je pense qu'il est présent, c'est d'identifier l'endroit où les discours vont le mieux être entendus ou adapter votre discours. Pour ça, moi, il y a deux critères que j'utilise. C'est l'âge des mandataires sociaux. Et le deuxième, c'est l'année de création de la société. Et ça, vous pouvez le faire de nouveau dans Faro, notamment pour la partie date de création de la société. Vous pouvez cibler les sociétés en fonction de leur jeunesse. Est-ce qu'elles ont moins de 2 ans, moins de 6 mois, moins de 5 ans? Voilà, adaptez votre discours. Mais l'âge des mandataires sociaux, on ne le présente pas encore dans la plateforme, mais pourtant, ce sera une donnée. On ne le rétribuera pas de cette manière, avec un filtre sur les prospects. Mais en tout cas, on permettra peut-être d'arriver à cibler ces sociétés en fonction de ce critère-là. Et ça, c'est un énorme indice, en fait. Ça vous permet de pouvoir plus facilement déterminer si vous allez utiliser la civilité ou non, ou si vous pouvez utiliser des tournures de phrases qui sont plus directes, ou alors peut-être d'enrober un peu plus les choses. Enfin voilà, c'est dans votre partie campagne, je pense que ça peut être un point qui est à ne pas sous-estimer. C'est votre interlocuteur finalement. Quatrième hack, c'est le dynamisme des sociétés, et notamment en utilisant les événements des sociétés. Donc, on peut analyser la création de nouveaux établissements pour être au courant des développements géographiques, ou alors l'arrivée de nouveaux mandataires. Des mouvements au sein des conseils d'administration. Voilà, c'est des critères qui sont des mouvements, qui sont des critères qui sont ultra fiables, parce que c'est à la fois du déclaratif de société, mais c'est enregistré légalement. Et ça, c'est une mine d'or pour derrière pouvoir caler des campagnes. Voilà sur cette partie hack. Est-ce que tu as des nouvelles questions pour moi, JB, sur lesquelles je peux... Il y a deux questions. Alors, Thomas qui demande si c'est possible de filtrer pour avoir des recherches les plus qualifiées et les moins grandes possibles. Donc, je pense que c'est lié au nombre de filtres. Est-ce qu'il y a beaucoup de filtres? Est-ce qu'on peut faire des choses assez précises? Je ne sais pas si tu peux peut-être passer sur les différents filtres disponibles sur Faro. Ouais. En fait, du coup, pour répondre, il y a trois manières, en tout cas, il y a deux manières de cibler sur Faro. Donc, il y a la partie codification NAF, et là, tu vas avoir, si vous voyez mon écran, tu vas avoir l'accès à l'ensemble des codes NAF qui sont présents sur, comme je disais, il y a plus de 700 codes NAF, donc tu vas avoir une finesse de ciblage assez forte. Et si tu veux aussi, pour catégoriser d'autres types de sociétés qui étaient moins bien catégorisées par la nomenclature NAF, on a créé notre propre activité, notre propre nomenclature, en fonction de l'activité que la société a et du produit-service qu'elle vend. Et tu peux jouer avec les critères entre eux. C'est-à-dire tu peux associer des critères, associer des conditions et exclure d'autres critères, ou même exclure des fois des expressions de société, c'est-à-dire arriver à taper une expression et dire celle-ci, j'ai pas envie qu'elle soit présente à l'intérieur de mon ciblage. Je veux les sociétés qui sont de la programmation informatique, mais qui ne parlent pas de trésorerie. Enfin voilà, on arrive à cette finesse de ciblage. Donc pour répondre à ta question, oui, tu peux faire des listes très très fines dans Faro, et c'est d'ailleurs tout l'objet de
tout l'objet de l'outil, quoi. Et quand tu dis activité, c'est ce que tu nous as montré sur PayFit tout à l'heure, description précise de l'activité? Exactement. C'est quelque chose qui nous permet de catégoriser, vraiment d'essayer de faire attention. Qu'est-ce que la société vend et qu'est-ce que la société fait? C'est deux questions différentes, en fait. Et voilà, et on range les sociétés en fonction de ces deux questions-là. Ok. Alors, j'ai encore deux questions. Voilà. Celle-là est sympa. Est-ce que Faro remplace SalesNav ou c'est différent? Est-ce que Faro remplace SalesNav? Je dirais que non. Ça remplace pas. En fait, ça dépend de ton marché. Si tu es sur un marché spécialement de niche très très fort, je pense que SalesNav sera très fort. En revanche, si ta prospection elle est vraiment sur la TPE, PME ou sur des marchés beaucoup plus étendus, alors là, clairement, et ce sera plus intéressant de basculer par Faro. C'est vraiment en fonction du ciblage que tu peux avoir. Et aussi, surtout, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est qu'avec Sales Navigator, tu as une partie qui est prospection à l'étranger. Mais si ta prospection est uniquement en France, la donnée légale aussi est très puissante. Alors, une dernière question. Dites si les réponses, vous êtes content. Ouais, si c'est pas clair, n'hésitez surtout pas. Guillaume, quel taux de réponse vous enregistrez sur vos campagnes en moyenne et taux de prise de RDV sans icebreaker? Peut-on avoir un exemple de message? Ouais, c'est un autre type de webinaire. Mais en revanche, Guillaume, j'ai fait un article sur le sujet sur lequel j'avais été complètement honnête sur les données qu'on utilisait. Donc, je pourrais te l'envoyer juste après. Enfin, il est sur le blog de Faro. Et globalement, nous, ce qu'on avait, alors sur 100 icebreaker, moi, une bonne campagne, il faut qu'elle dépasse les 70% d'ouverture. Et généralement, on était sur un taux de clic. Alors, nous, on analyse les taux de clic. Hein. La prise de rendez-vous, c'est moins important. Enfin, c'est important, mais c'est surtout le taux de clic qu'on regardait. Et on était plutôt sur les taux de clic entre 20 et 25%. Voilà. Ça, si ça dépasse 70% et que ça dépasse les 20% en taux de clic, on est content. On considère que c'est une bonne campagne. Et après, ça m'arrive aussi de faire des choses beaucoup plus personnalisées et dans lesquelles je vais monter ce taux de clic ou augmenter le taux de réponse. Mais voilà, ça dépend. Mais sur des grosses campagnes, sans icebreaker, c'est ce qui me permet de qualifier une bonne campagne. Alors, il y a Denis de Drop Contact qui fait coucou dans le chat. Alexis a dit que du bien de Drop Contact, Denis, pendant quelques minutes. Ouais, j'aurais du mal à dire autre chose. Enfin, franchement, on est moins content s'ils font des changements d'API sans prévenir. Ça, c'est moins cool. Mais sinon, la plupart du temps, on est vraiment très, très content. Ok, top. Alors, est-ce qu'il te reste une partie? Ouais, je voulais quand même aborder on va dire presque un petit bémol, mais sur la donnée légale. Et c'est pour ça qu'on est obligé de basculer la donnée légale avec d'autres sources de données. C'est que la première, la donnée légale, à la différence de LinkedIn, ça permet de super bien cibler des sociétés, super bien cibler les mandataires sociaux, mais ça nécessite d'être couplé avec d'autres bases si vous vous intéressez à des profils qui sont différents des dirigeants. Si vous voulez cibler des DRH, si vous voulez cibler n'importe quel autre poste qui n'est pas un poste de mandataire, et bien là, vous avez besoin de le cibler avec une autre source, et l'autre source de données, ça va être LinkedIn. Les données légales aussi, c'est des données qui sont difficiles à digérer. C'est là l'une des valeurs ajoutées de Faro, c'est c'est notamment le cas côté INPI, en fait, où il y a des flux de données avec des langages administratifs qui sont difficiles à interpréter. Il faut connaître les événements, savoir à quoi ils correspondent. Et donc, c'est bien d'utiliser des outils comme Faro, justement, pour arriver à bien les interpréter. Et la dernière limite que moi je vois, si ce n'est que c'est situé qu'en France, c'est que ça ne permet pas d'accéder aux informations de contact. Et donc, il faut aussi coupler ça avec des outils d'enrichissement comme peuvent l'être Drop Contact. Voilà, c'est les 3 limites que moi j'identifie sur la partie légale. Ça tombe bien parce qu'on va y répondre tout de suite. Donc effectivement, on a demandé au début du webinaire si vous croisez des sources de données. On l'a peut-être déjà vu passer. Je crois que Denis en avait parlé aussi. Drop Contact a fait un article là-dessus. C'est Sales Navigator Team. Et en fait, Sales Navigator Team va vous permettre d'importer des CSV de sources extérieures vers Sales Navigator. Donc typiquement, ce que je peux faire, c'est que je peux très bien construire une liste de comptes sur Faro. Et si je ne veux pas viser les mandataires, les directeurs, etc., mais plutôt les directeurs marketing ou les head of sales, je peux très bien importer cette liste sur Sales Navigator et ensuite faire de l'ABM, donc prendre ma liste de comptes, filtrer une recherche lead et aller chercher ce que je veux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on va aller sur SalesNav. Et j'ai préparé donc en avance
une liste Faro, donc que vous voyez en plus à quoi ressemble un CSV de Faro. Hein. Donc voilà, civilité, nom, prénom, titre. Donc ça va être des titres, donc c'est des titres qui sont présents dans les statuts, c'est ça? Ouais, complètement. Bah, là, parce que c'est les mandataires sociaux que tu avais ciblés. Si tu avais ciblé des DRH, comme on va chercher aussi des profils associés aux sociétés, tu aurais eu le job, enfin la job position de la personne qui provient des réseaux sociaux professionnels. Ok, ça marche. Donc les LinkedIn qui sont présents pour certains profils, mais pas tous. Je précise juste un point, JB, je vois que la colonne email, elle est vide. C'est simplement parce qu'on n'a pas cherché les emails. Là. Voilà. Normalement, c'est rempli. Ouais, c'est normalement, rempli. c'est rempli. À 60%, c'est rempli. C'est rempli grâce à vos contacts. Ouais. Donc le site, le secteur, le numéro SIRET, l'effectif, donc l'effectif légal, l'année de création, le LinkedIn de la boîte, le téléphone du standard, le siège, région et commune. Donc qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai ça? Je vais le télécharger en CSV. Tac. Je rappelle qu'il faut un compte 16 Navigator Team. Je crois que ça coûte à peu près 20 ou 30 euros de plus par mois. Donc à voir si l'investissement vaut la peine pour vous. Je vais dans Create a compte list ici, Upload. Donc ce que LinkedIn me demande, c'est le nom obligatoirement. Et après, juste avec le nom, ça va être compliqué pour eux de retrouver. Ce qui est top, c'est d'avoir l'URL LinkedIn, le site et aussi un élément de géolocalisation. Donc pays ou ville, ça va beaucoup les aider sur les entreprises qui ont des noms assez peu originaux. Je vais drag and drop ça et je vais faire un matching. Hop, donc là, entreprise, ID, je ne l'ai pas, mais l'ID, il est dans l'URL de toute façon. LinkedIn Corporate, website, donc ici, donc c'est URL. Et dans City, je vais mettre commune, voilà. Hop. Et ensuite, là, il y a mon import qui commence. Et donc, vous voyez en dessous, donc là, dans le fichier, j'avais 163 entreprises. Et là, LinkedIn m'en a trouvé 159. Et si je clique, par exemple, là, je vois que j'ai Sagemcom. On va faire un petit CTRL F. Hop, Sagemcom. Hop. Et vous voyez typiquement que là, typiquement, sur cette entreprise-là, Faro n'avait pas trouvé l'URL de la boîte. Et bam, là, vous pouvez par exemple prendre les colonnes sur Faro qui sont vides et dire OK, Faro n'a pas trouvé, je vais tester de mettre ça sur CSNAV. Et là, bam, ici, j'ai trouvé donc une entreprise LinkedIn qui n'a pas été trouvée sur Faro avant. Donc, ça peut permettre de venir compléter un peu vos exports. Après, il faut vérifier si LinkedIn a bien trouvé les bonnes boîtes à chaque fois. Donc là, dans ce cas-là, peut-être réexporter la liste, la comparer avec ce que vous avez au début. Mais là, le taux de complétion est assez fort avec Faro. Sur du scrapping technology, ça peut être un peu moins bien. Là, ça a particulièrement bien marché. Mais voilà, donc vous avez votre liste. Et après, comme d'habitude, ceux qui font des recherches en ABM ont l'habitude de le faire. Je vais dans Custom List ici, à compte, je vais dans Faro. Et ensuite, derrière, je vais aller chercher, je ne sais pas moi, les Head of Marketing. On va voir s'il y en a dans cette liste. Head of Marketing. Et voilà, ici j'ai Head of Marketing de ma boîte, il n'y en a pas dans tous. Mais vous pouvez taper n'importe quel truc et utiliser tous les fils que vous voulez un peu dans une recherche ABM. Alors Denis, qui connaît bien le sujet aussi sur 16 Navigator Team, nous dit le nom seul fonctionne très bien en fait. Ok. Et c'est important d'ajouter le country, ce sont des entreprises internationales. Voilà. Donc petit tips en plus. Merci Denis. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez très bien utiliser la donnée légale pour créer vos listes de comptes, importer votre liste de comptes sur 16nav et ensuite chercher les décideurs comme ça si vous n'avez pas trouvé sur Faro directement ou alors si vous cherchez des job titles en particulier. Mais il faut un compte 16nav Team. Voilà, on va passer. Donc là, on a passé pas mal de temps sur la donnée légale. Il nous reste 5 minutes. Je vais passer sur un peu la donnée web Google assez rapidement. C'est un sujet qui est un peu plus connu. Voilà, s'il vous reste des questions sur la donnée légale avant qu'on passe à cette partie, c'est maintenant. Sinon, je vais passer à la suite. Effectivement, ouais. Quand vous faites pareil de l'ABM, vous pouvez créer des listes, des blacklists en fait.
mettez tous vos clients dans une liste as Navigator, tous vos concurrents dans une liste as Navigator, et après vous faites l'exclusion. Avec, vous cliquez sur le petit bouton interdit là, bloqué, et ça va vous filtrer toutes les boîtes avec qui vous travaillez déjà ou alors vos concurrents. Tac, tac. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la suite. Faut juste que je remette ma souris sur l'écran. Voilà. Donc Google, rapidement, je vais essayer d'aller vite parce qu'on se rapproche un peu de la fin. Donc sur Google, il y a toutes les entreprises qui ont un site web. Donc typiquement, vous avez à peu près tout le monde. Si une entreprise n'a pas de site web, vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez sûrement pas envie de la contacter. Scrapping potentiellement illimité avec quand même certaines contraintes. Il faut parfois passer par d'autres moteurs de recherche, pas Google, ou alors utiliser d'autres serveurs, etc. Denis n'est pas venu pour se peigner la moustache, effectivement. Tac, donc typiquement, et d'ailleurs, je crois que tu diras, Denis, c'est peut-être ça que fait Drop Contact pour récupérer les profils LinkedIn, mais pareil, vous pouvez en fait scraper des profils LinkedIn sur Google en allant faire des requêtes comme ça. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller sur LinkedIn pour récupérer le profil. Si vous faites une recherche comme ça, avec le nom de la boîte en plus, bien sûr, vous pouvez aller récupérer des profils LinkedIn directement via Google, sans être limité par les recherches LinkedIn. Et ensuite, donc le deuxième truc, c'est le ciblage technologique. Donc en gros, toutes ces solutions-là qui récupèrent les technos vont analyser le code source de votre site. Typiquement, je fais inspecter. Nous, on utilise Crisp pour le support. Vous voyez que je peux détecter ici si j'utilise Crisp, Intercom ou HubSpot, etc. Et en fait, il y a plein de solutions de scrapping Google qui vont vous permettre d'aller récupérer les outils qui sont utilisés par les sites web. Et ça, pareil, si vous vendez un outil de ce type, c'est parfait pour vous. Les désavantages, c'est que la donnée est beaucoup moins structurée. Typiquement, les outils, je vais vous les présenter après, qui vous donnent ça, ces listes de scrapping techno. La donnée est un peu pourrie, il faut vraiment la retravailler. Et si vous voulez le faire vous-même, ça nécessite quand même pas mal de capacité de scrapping, d'aller rechecker les mêmes sites à chaque fois, lancer des gros scrappers sur une grosse quantité de sites. Très rapidement, si vous êtes déjà dans le scrapping Google ou vous voulez vous y mettre, l'important, c'est d'abord lister quels sont vos signaux d'achat. Au lieu de se rusher un peu, d'aller tester tout ce qui existe, il faudrait essayer une liste de quels sont les signaux que je peux capter sur Internet qui me permettent de dire que la personne est intéressée par mon service. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être la publication d'une offre d'emploi, l'utilisation d'une techno, l'inscription chez un service complémentaire. Typiquement, si moi je vends un service complémentaire de support à Crisp, toutes les boîtes qu'on Crisp, je peux typiquement essayer de pourquoi pas leur vendre quelque chose. Levée de fonds, ça on l'a vu avec Faro, pareil, ça peut être du scrapping Madines, etc. Il y a pas mal de e-commerce qui scrapent les camps Kickstarter, Ulule, etc. pour voir s'il y a des choses qui marchent bien. Et aussi certains qui scrapent les reviews négatives de leurs concurrents sur des sites comme J2 ou Capterra. Donc bien dresser d'abord la liste des signaux avant de faire quoi que ce soit. Alexis, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je voulais rajouter juste un point, je ne l'ai pas mis, mais effectivement, nous aussi, on bosse un peu sur la partie recrutement, thème sur lequel on va avancer pas mal. Et là, pour le moment, dans Faro, vous pouvez aussi identifier les sociétés qui sont en train de recruter sur Welcome to the Jungle. Donc, de manière juste avec un filtre. Donc, okay. Cool. Mais c'est un bon signal, c'est un bon signal, c'est beaucoup mieux comme ça, pour arriver à bien cibler les sociétés aussi. Tu as des retours concrets d'expérience là-dessus de vos clients? Ouais, sur les campagnes, en fait, de clients, je sais. Moi, je l'avais fait, en fait, j'avais ciblé les sociétés qui étaient en train de recruter des profils grosses et vraiment bien, enfin vraiment top. C'est à titre perso, quoi. Donc, j'ai pas de retour de mes clients en termes de chiffres, mais de mon côté, ça fonctionnait bien. Il y a Vivien qui demande est-il possible d'aller scraper les dernières offres d'emploi sur LinkedIn ainsi que des profils des personnes ayant publié les offres? Pourquoi pas ensuite, via Drop Contact, récupérer les coordonnées des personnes? Je pense que oui. Je ne sais pas comment vous procédez. Est-ce que vous récupérez ensuite les gens en charge du recrutement directement derrière avec Faro? Mais il me semble que sur Captain Data, peut-être tu as des workflows qui existent comme ça. Je ne connais pas d'outils qui font précisément ce workflow, mais en tout cas, chez Captain Data, pas mal de workflows sur les scrapping de job. Ou alors, sinon, tu fais un scrapping un peu maison avec des outils comme WebScrapper, Octoparse, etc.,
qui vont te permettre de créer ton scrapping un peu personnalisé en no-code. Dis-moi si ça répond à ta question, Vivien. Ouais, j'ai l'impression. Top. Bon, je vais aller assez vite sur la fin vu qu'on arrive au bout. Donc, je pense que je vais surtout me focaliser sur Vzoom parce que c'est un truc qui est pas hyper connu encore. Donc, pas mal d'outils qui vont me permettre de scraper tout ce qui est header, footer, donc les technos utilisés par les sites. Buildweave, c'est assez bien, mais c'est assez cher. Datanyze, j'ai pas testé personnellement. Moi, j'aime bien Wapalizer parce que ça vous permet de faire un premier test. Typiquement, si vous voulez voir ce que donne le scrapping techno chez vous, ça vous permet de créer une liste assez rapidement et d'acheter la liste. Donc, typiquement, je sais pas, moi, je fais une liste, il y a 100 personnes dedans, je la paye $50 et je me fais un premier test là-dessus, quoi. Donc, ça marche, c'est assez simple d'utilisation. Vous allez simplement sur Wapalizer comme ça, tapez lead list et là vous allez avoir plein de filtres. Donc voilà, technologie. Bon, voilà, nous on utilise Bubble pour Evaboot. Donc je peux chercher des gens qui font Bubble, je peux chercher dans les pays, la langue qui sont différenciés, le trafic web, etc., l'industrie. Donc pas mal de choses. Après, derrière, vous allez créer une liste. Donc si je peux récupérer mes listes. Moi, j'avais fait une liste typiquement de boîtes qui utilisaient Bubble. Et après, je peux très bien en fait faire la même chose. Je peux très bien faire la même chose, prendre ça et l'importer dans 16 Navigator Team. Et comme ça, je crée une liste de comptes via technologie sur Wapalizer ou un autre outil. Et ensuite, je l'importe sur 16 Navigator pour pouvoir trouver les déciseurs à l'intérieur de ces boîtes. Tac. Donc ça, c'est pour le scrapping techno. Et ensuite, il y a autre chose. Ça, c'est Vzoom. Donc, c'est une autre approche. En fait, il y a plein d'outils qui vont vous permettre de scraper les headers, footers, etc., les technos qui sont sur le site. Mais plein de fois, en fait, les technos que vous visez, elles ne sont pas dans le code. Typiquement, si je fais une boîte je sais pas, d'organisation du travail pour les équipes, j'en sais rien, les équipes agiles, les équipes produits, etc., pour faire des sprints, etc. Peut-être que je vais viser des gens qui utilisent Trello, par exemple. Sauf que Trello ou Notion, etc., sauf qu'il n'y a pas de manière de voir ça sur le site. Donc, je vais plutôt aller regarder si ces gens ont créé un compte. En fait, ce que Vzoom va vous permettre de faire, c'est d'aller rentrer une adresse mail et d'aller voir si la personne en question a un compte sur un outil. Donc là, ils sont plutôt sur les CRM pour l'instant. Ils prévoient de faire autre chose. Mais typiquement, là, voilà, on peut voir que moi, j'ai créé un compte sur HubSpot et Pipedrive et que je n'ai pas créé de compte sur Salesforce, par exemple. Donc, on pourrait me prospecter en disant, ah, voilà, j'ai vu que vous avez créé un compte sur Pipedrive et moi, je vends une solution qui se connecte à votre CRM pour enrichir directement avec certaines infos, etc. Et vous pouvez baser vos icebreakers sur l'utilisation du techno. Pour l'instant, ce qui est assez chiant, c'est qu'il faut l'email d'abord de la personne, alors qu'on aurait plutôt envie d'avoir une liste de personnes et ensuite de trouver les emails. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils permettent maintenant des recherches, on reste toujours en bêta, mais ils permettent les recherches par domaine. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait essayer de trouver des emails à votre place et tester certains emails et vous ressortir les emails qui ont marché sur la techno. Donc nouvelle manière un peu innovante d'aller chercher des technos, non pas sur le site du code, mais plutôt en essayant de se login. Et en fait, ils vont voir si typiquement il y a une erreur. S'ils mettent un mail, ils mettent un mot de passe, et s'il y a écrit mauvais mot de passe pour l'adresse mail, ça veut dire que l'adresse mail existe. Et s'ils ont un adresse mail not found, ils voient qu'il n'y a pas de personnes qui sont inscrites. Voilà, ça c'est pour l'approche un peu techno. Pareil, donc je ne vais pas refaire la démo parce que c'est exactement la même chose, mais vous prenez une liste techno, vous pouvez l'importer sur ce navigateur et trouver le décideur. Avec Vzoom, vous pouvez donc utiliser le login. Et après, il y a d'autres choses, ça on ne va pas en parler, on va finir là-dessus. Mais effectivement, sur tout ce qui est un peu prospection event-based, il y a un peu deux choses que vous pouvez faire. Le truc classique qui est connu, c'est le scrapping de job board. Donc voilà, je vois qu'il y a une nouvelle offre qui a été publiée, donc je vais contacter la personne en disant voilà, je vois que vous recrutez 5 SDR, vous avez sûrement besoin d'un outil de prospection, etc. Et après, il y a quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le scrapping de sites à intervalles réguliers. Donc typiquement, il y a des solutions comme Predict Lead, Zoom Info, ou alors vous pouvez faire ça par quelqu'un, un freelance.
sur Upwork. Mais par exemple, vous pouvez dire OK, je suis allé scraper ce site le 1er du mois, ils avaient Crisp. Le 30 du mois, ils n'ont plus Crisp, ils n'ont plus rien. Donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas été contents avec l'outil et qu'ils sont en train de chercher un autre. Donc là, vous pouvez avoir un message en disant ah, j'ai vu que vous avez abandonné cette technologie, tout ce qui va être abandon ou reprise d'une techno. J'ai vu que vous avez arrêté d'utiliser cette technologie, vous enchaînez. Ou alors j'ai vu que vous avez pris tel outil. Nous, on a un outil complémentaire à tel outil. Donc là, il y a une notion de timing qui est assez intéressante là-dessus. C'est beaucoup plus technique, on ne va pas en parler dans ce webinaire, peut-être dans un autre prochainement. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez nous envoyer un message après ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant que je parlais, Alexis. Je sais que Denis a mis pas mal de messages. Ah, on ne t'entend plus, Alexis. Je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle question. Je crois que la dernière, c'était justement sur les dernières offres LinkedIn. Et sinon, c'était moi qui me permettais une petite question à Denis sur WillWiz. Ok. Voilà, bon, on va terminer là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez tiré un peu la valeur de ce qu'on a présenté. Je pense que le truc clé à retenir, c'est que voilà, Faro, pour la donnée légale, c'est top. Vous pouvez avoir les informations des décideurs, etc. Et si jamais le flux, si vous avez 16 navigateurs et que vous passez surtout pas 16 navigateurs, vous pouvez utiliser ce flux-là. Donc voilà, créer des comptes sur des sources de données extérieures, les importer sur 16 navigateurs avec ces navigateurs team, extraire avec Javaboot, bien sûr. Quel autre outil existe? Je ne sais pas. Et ensuite enrichir avec Drop Contact, pareil, qui est le seul email finder existant. Donc voilà, un petit flux que vous pouvez utiliser pour faire votre prospection assez sympa. Voilà, on a le temps encore pour. On a déjà dépassé la limite, mais si certains d'entre vous ont encore des questions, on peut rester 5 minutes de plus pour répondre. Ceux qui n'ont pas le temps, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis on se revoit bientôt pour un prochain webinaire, sûrement sur tout ce qui est event-based prospecting. Et je réponds à une des questions qui était présente. Ouais, en tout cas, pour Vivien, sur la partie scrapping Welcome to the Jungle, tu peux l'avoir aussi sur Faro. La vision des choses, en tout cas, c'est qu'on va rassembler de plus en plus de données sur les sociétés pour faciliter le ciblage. Je pense que ça va être ça, là. Enfin, c'est notre vision, en tout cas, de la production B2B. Top. Écoutez, merci à tous. Voilà, si vous avez d'autres questions sur le webinaire, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, nous poser des questions directement, que ce soit sur Faro, sur Javaboot, sur ces navigateurs, sur la prospection en général. Et puis, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va fermer ça et vous dire au revoir. Salut. Salut à tous. Salut. Merci Alexis d'être passé. Et puis au revoir à tous. Avec plaisir. Salut, ciao. Oui, il y a un replay, vous allez le recevoir juste après dès que j'appuie sur fermer, vous allez recevoir un mail de Lavstorm qui va vous envoyer les replays directement. Et puis si jamais vous ne le recevez pas, envoyez-moi un message. Je vous aurai peut-être une petite séquence de messages automatisés après le webinaire aussi pour avoir votre retour. Merci à tous. Ciao.